Bonjour à tous et bienvenue dans Les Essentiels, étudier la dynamique d'un système électrique. Nous verrons dans une première partie la définition de l'intensité du courant électrique, dans une deuxième partie les dipôles R et C, dans une troisième partie les lois sur les intensités et les tensions dans un circuit électrique, dans une quatrième partie la charge et la décharge d'un condensateur, et enfin les systèmes capacitifs. Tout d'abord, l'intensité I d'un courant électrique. L'intensité I, c'est un débit de charge. C'est la quantité de charge en coulomb qui traverse une section S par seconde. On peut la noter I en ampères égale Q, la charge qui traverse la section S en coulomb, divisé par delta T, l'intervalle de temps en secondes pendant lequel cela se produit. Donc plus on a d'électrons qui traversent une section S et plus leur vitesse est importante, plus l'intensité du courant électrique est importante. Un courant de 1 ampère correspond à une charge de 1 coulomb traversant la section pendant 1 seconde. En régime variable, on écrit que l'intensité instantanée, c'est la variation de charge au cours du temps par rapport au temps. Ici, cela correspond à l'écriture dérivée de la charge par rapport au temps. On peut faire l'analogie avec un courant d'eau où on aurait au lieu d'électrons des molécules d'eau avec une certaine vitesse qui traverse une certaine section. Les deux dipôles que nous allons rencontrer ici sont la résistance et le condensateur. La résistance, qu'on appelle aussi conducteur ohmique, c'est un dipôle dans lequel le passage du courant provoque un échauffement, l'effet Joule. La valeur de la résistance, la tension à ses bornes U et l'intensité I qui la traverse sont liées par la loi d'Ohm. On écrit U égale R fois I, avec U en volts, R en ohms et I en ampères. Ici, il s'agit de la convention récepteur. Les flèches de l'intensité du courant et de la tension sont en sens inverse. Le modèle du condensateur, c'est un dipôle constitué de deux armatures conductrices séparées par un matériau isolant. Un condensateur idéal ne laisse pas passer le courant dans l'isolant. Il y a accumulation de charge sur les armatures et une tension apparaît. Les nuages et le sol sont envisagés comme les deux plaques d'un condensateur, l'air étant l'isolant entre les deux. La capacité C d'un condensateur lie la tension U aux bornes du condensateur et la charge Q de ses armatures. Par Q, la charge en coulomb sur les armatures du condensateur est égale à C, la capacité en farad, fois U, la tension en volts. Ici encore, les flèches de l'intensité et de la tension sont en sens inverse. Il s'agit d'une convention récepteur. Les valeurs des capacités usuelles sont comprises entre 1 nanofarad et 1 millifarad. On envisage deux cas pour les lois sur les tensions et les intensités. Tout d'abord, dans un circuit en série. La loi d'Emaille nous indique que la tension imposée par le générateur, et ici on est en convention générateur, la tension du générateur et l'intensité du générateur sont dans le même sens, est égale à la tension aux bornes de la résistance plus la tension aux bornes du condensateur. L'intensité dans un circuit en série est la même en tout point du circuit. Dans un circuit en dérivation, la tension entre deux nœuds est la même. Ainsi, on a la tension aux bornes du générateur qui est égale à la tension aux bornes du condensateur et qui est égale à la tension aux bornes de la résistance. L'intensité entrant à un nœud est égale à la somme des intensités qui en sortent. Ici donc, l'intensité grand I dans la branche du générateur est égale à la somme de l'intensité dans le condensateur plus l'intensité dans la résistance. Pour étudier la charge et la décharge d'un condensateur, on peut faire une petite analogie. On imagine un circuit d'eau fermé et l'eau descend par ici et pour la faire remonter, on utilise une pompe. C'est le générateur. Donc le générateur est une pompe à particules, à molécules d'eau et permet à ces particules de redescendre naturellement. La résistance ce serait comme un barrage sur le circuit et le condensateur serait comme un grand vase qui a la possibilité de se remplir de molécules d'eau. Au fur et à mesure que le courant circule, le vase se remplit, il y a de moins en moins de courant qui circule dans le circuit. Arrive un moment où le vase est entièrement rempli et le courant d'eau est nul. Donc ce sera exactement la même chose avec notre condensateur. Le courant électrique, c'est-à-dire des électrons, circulent dans le circuit grâce au générateur.
Et au fur et à mesure que le condensateur se charge, qu'il accumule des charges, il y a de moins en moins de charges dans le circuit pour circuler. Lorsque le condensateur est entièrement chargé, l'intensité dans le circuit est nulle. Une fois que notre vase est rempli d'eau ou que notre condensateur est entièrement chargé, pour pouvoir faire circuler un courant, on va simplement renverser ce vase au-dessus de notre barrage. Le courant va pouvoir circuler jusqu'à ce que le vase soit entièrement vidé. Ici, c'est la même chose. Lorsque notre condensateur est chargé, on va simplement le brancher à notre résistance et le courant électrique, les charges qui étaient accumulées dans ce condensateur vont être libérées et vont pouvoir traverser la résistance. Lorsque les charges aux bornes du condensateur sont nulles, le courant électrique ne peut plus circuler dans le circuit. Donc initialement, le condensateur est déchargé. Il n'y a aucune charge sur les armatures du condensateur, Q égale 0. La tension aux bornes du condensateur est nulle, puisqu'on a Q égale C fois U, où U égale Q divisé par C. Donc c'est égal à 0. Au fur et à mesure que le courant circule dans le circuit, le condensateur se charge, les charges sur les armatures augmentent, et la tension aux bornes du condensateur augmente. Comment varie la tension aux bornes du condensateur? On cherche une équation différentielle vérifiée par U de C. On applique d'abord la loi des mailles. La tension aux bornes du générateur, c'est UR plus UC. La loi d'Ohm aux bornes de la résistance nous donne que UR est égal à R fois l'intensité dans le circuit. On remplace donc E égale R fois I plus UC. Aux bornes du condensateur, on a Q égale C fois U. En dérivant, cela nous donne dQ sur dt égale C du sur dt. Ça, on reconnaît que c'est l'intensité dans le circuit. On peut donc remplacer I égale C fois DUC sur dt. On remplace donc ici E égale R fois C fois DUC sur dt plus U de C. On a donc une équation différentielle vérifiée par UC, la tension aux bornes du condensateur. On met l'équation sous la forme DUC sur dt plus 1 sur taux UC égale E sur taux. C'est de cette façon qu'on va nous guider dans les énoncés et on nous donnera la solution de cette équation différentielle. Lorsqu'on veut mettre cette équation sous cette forme-là, on se rend compte qu'en divisant tout par RC, qui est une constante, on a donc DUC sur dt plus 1 sur RC UC égale E divisé par RC. On a donc bien la même forme de l'équation différentielle en posant taux égale RC. Une solution de cette équation, c'est A exponentielle moins T sur taux plus E. Ici, il s'agit d'une solution générale plus une solution particulière. Pour connaître la constante A, on sait qu'à T égale 0, UC de 0 égale 0. Le condensateur était déchargé. Alors, U de 0, c'est, quand on remplace ici exponentielle de 0, ça nous donne 1. Donc on a U de 0 égale A plus E. Et c'est donc égal à 0. On a donc A qui est égal à moins E. Et on en déduit UC de T égale moins E exponentielle moins T sur taux plus E. Ou UC de T égale E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Taux égale RC est appelé temps caractéristique de la charge. On peut représenter la tension aux bornes du condensateur au cours du temps. On a donc cette forme-là. On voit que UC tend vers E, la tension aux bornes du générateur, mais ne l'atteint jamais. C'est une limite. On peut considérer que 99% de E est atteint au bout de 5 taux, 5 temps caractéristiques de la charge. C'est une autre condition limite qu'on pourrait utiliser si on nous donne une autre forme de solution. On sait que UC de l'infini est égal à E. Donc ici, UC lorsque t tend vers l'infini est égal à E. Ici, l'exponentielle de moins t sur taux lorsque t tend vers l'infini tend vers 0. Étudions la décharge. Cette fois-ci, le condensateur est chargé. À l'instant t égale 0, UC de 0 égale E. On ferme le circuit avec l'interrupteur à t égale 0. Alors le condensateur se décharge. Les électrons de l'armature négative se déplacent vers l'armature positive. Le déplacement des électrons crée un courant dans le circuit jusqu'à ce que les charges des armatures soient nulles. Le condensateur est alors déchargé. Comment varie UC au cours du temps, la tension aux bornes du condensateur?
On applique la même méthode, on est ici en convention récepteur sur la résistance et sur le condensateur. On a UR plus UC qui est égal à 0, c'est la loi des mailles. Lorsqu'on applique la loi d'Ohm sur la résistance, on remplace UR par RI. Et aux bornes du condensateur, on sait que Q c'est C fois U. Et lorsqu'on dérive, dQ sur dt, c'est C, une constante, fois du sur dt, et c'est égal à l'intensité dans le courant. On remplace UR ici par R fois C du sur dt, RC du sur dt, plus UC, égale 0. On a donc une équation différentielle vérifiée par UC. On l'exprime sous la forme donnée dans les énoncés. En général, ce sera DUC sur dt plus 1 sur RC UC égale 0. On a une équation différentielle de premier ordre de cette forme-là avec taux égale RC. Une solution, c'est UC du temps égale A exponentielle moins T sur taux. AT égale 0, UC de 0 égale E, le condensateur est chargé. Alors, lorsqu'on remplace ici par 0, on a UC de 0 qui est égal à A fois exponentielle de moins 0, c'est-à-dire 1. UC de 0 est égal à A. Donc on identifie A égale E et on déduit que la solution de cette équation, c'est UC de T égale E exponentielle moins T sur taux, avec taux égale RC. Donc la tension aux bornes du condensateur lors de la décharge, on commence à une tension E et elle décroît au cours du temps jusqu'à arriver à 0 avec le temps caractéristique est égal à RC. Certains capteurs sont dits capacitifs. La valeur de la capacité C d'un condensateur varie en fonction de sa géométrie. On a la formule C égale epsilon fois S divisé par E, avec epsilon la valeur caractéristique de l'isolant, S la surface de l'armature et E la distance entre les armatures. Si on considère un capteur capacitif, c'est-à-dire qu'il y a une capacité, qui mesure une grandeur électrique en lien avec la capacité du condensateur, si E varie, la distance entre les armatures, par exemple à cause de la pression d'un doigt, d'une pression extérieure, alors la capacité va varier. On va l'utiliser pour des capteurs de pression, les microphones à condensateur par exemple, capteurs sur écran tactile des téléphones portables, etc. Si le milieu varie, parce qu'il y a de l'humidité, parce que la température change, alors la valeur de la capacité varie. On l'utilisera alors pour des capteurs d'humidité, de température, etc. Un exercice, c'est un extrait du bac 2025 Métropole jour 2, mesure de l'épaisseur d'un film alimentaire par capacimétrie. On nous donne un condensateur plan qui est constitué de deux armatures métalliques parallèles entre elles, chacune de surface S, séparées par un matériau isolant, papier plastique d'épaisseur E. L'expression littérale de la capacité C d'un tel condensateur est donnée, avec epsilon 0 la permittivité du vide, epsilon R la permittivité relative du matériau isolant, et on nous donne deux valeurs de permittivité, celle du film alimentaire étudié, celle de l'air. L'épaisseur de référence du film alimentaire est donnée. On réalise un condensateur plan en intercalant entre deux feuilles de papier aluminium rectangulaire, c'est-à-dire deux conducteurs, de dimension 21 cm x 28 cm. On a donc une surface. Une seule couche de film transparent d'épaisseur E. On a notre isolant, le film transparent alimentaire, entre deux conducteurs en aluminium. On a donc créé un condensateur. On note C sa capacité. La figure ci-dessous représente un schéma de ce dispositif, vu en coupe du condensateur plan. On réalise ensuite le montage schématisé en figure 2, constitué du condensateur réalisé, d'un conducteur ohmique de résistance 1,00 kΩ, d'un interrupteur et d'un générateur idéal délivrant une tension continue 4,9 volts. On étudie la charge du condensateur à partir de la date t égale 0, date à laquelle l'interrupteur est fermé. L'évolution temporelle de la tension UC aux bornes du condensateur est présentée en figure 3. Ici, UC en fonction du temps en microsecondes. Les premières questions nous invitent à démontrer l'équation différentielle vérifiée par UC et trouver que la solution UC en fonction du temps est égale à E, facteur de 1, moins exponentielle moins T sur taux. Exprimer UC de taux en fonction de E, exploiter la courbe pour trouver taux, en déduire une valeur de C.
Des mesures complémentaires répétées ont permis de déterminer une valeur moyenne de la capacité du condensateur, C égale 69,8 nanofarad. Déterminer la valeur de l'épaisseur E-film du film alimentaire déduite de cette valeur moyenne. Tout d'abord, exprimer UC de taux en fonction de E. Donc on remplace T par taux, UC de taux égale E, facteur de 1, moins exponentielle moins taux sur taux ça donne moins 1. On calcule cette valeur ici, donc on trouve que UC de taux c'est 3,1 volts. Lorsqu'on reporte cette valeur sur la courbe, on peut en déduire une valeur expérimentale de taux en microsecondes. Donc ici pour taux, j'ai noté 68 microsecondes. Mais bien sûr, si vous trouvez 67, c'est très valable aussi. Taux égale 68 microsecondes. On convertit en secondes. Taux est égal à RC. On connaît la valeur de la résistance en kilo-ohms. Qu'on convertit en ohms. On en déduit C égale taux divisé par R et on trouve 68 nanofarad. L'énoncé nous suggère une valeur de capacité de 69,8 nanofarad, c'est tout à fait correct ce qu'on a trouvé, mais c'est cette valeur qu'on va utiliser dans la suite. Déterminer la valeur de l'épaisseur du film alimentaire déduite de cette valeur moyenne. On va donc chercher l'expression de la capacité qu'ils nous ont donnée. C égale epsilon 0 epsilon R fois S divisé par E. On cherche E. On a donc E égale epsilon 0 fois epsilon R fois S divisé par C. On remplace epsilon 0 par la valeur donnée dans l'énoncé, epsilon R par la valeur de celle du film alimentaire, S les surfaces mais on convertit en mètres, elles étaient données en centimètres, et C qu'on met en farad. On trouve une épaisseur de 1,7 fois 10-5 mètres, soit 17 micromètres. Et la suite de l'énoncé propose des hypothèses pour expliquer l'écart observé par rapport à la mesure attendue qui était de 7,6 micromètres. Merci.